BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois un patron, c'est Michael Fribourg, le patron de Chargeur. Bonsoir Michael Fribourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que vous avez publié, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'on en a profité. Vous avez publié vos résultats trimestriels et semestriels. Alors ce matin, un petit coup de tabac en bourse. Ce soir, ça va mieux, j'imagine que vous respirez. On verra qu'il y a une activité qui a été très pénalisée par une conjoncture un peu difficile, les coûts de l'énergie. Mais ce qui est frappant d'abord, c'est qu'il y a un petit retournement. Mais dans quel sens pour vous ? Retournement de conjoncture, dans quel sens ? Progressif et positif quand même. Alors, vous parliez de la bourse. La bourse, on le sait, il y a à la fois la spéculation et l'investissement en bourse. La spéculation est impatiente et puis l'investissement est plus patient, analyse, décortique ce qui se passe à travers le temps. Alors, décortiquer, c'est voir ce qu'est Chargeur aujourd'hui. Aujourd'hui, Chargeur, c'est un groupe qui est diversifié géographiquement, sectoriellement. Deux piliers, les activités de technologie industrielle, où nous avons deux champions mondiaux. Le leader mondial des films de process pour l'industrie, le leader mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode, et puis un pôle luxe qui comporte le leader mondial de l'aménagement muséal, le leader mondial des fibres de gamme, des musées, ah, oui. Et également des marques de niche comme Swain, Cambridge Satchel et Altes. Et ça, c'est le groupe Chargeur présent dans une centaine de pays. Et nous avons, vous l'avez dit, une année 2023 dont on savait, dont on avait annoncé qu'elle est une année de transition, mais dans un groupe qui est un groupe patrimonial qui ne sacrifie jamais le long terme au bénéfice du court terme. Et c'est ce qui nous a conduit effectivement à publier des chiffres qui avaient des secteurs très dynamiques, mais aussi un secteur qui était pénalisé. Oui, on va revenir un peu là-dessus justement. Juste sur la conjoncture, vous êtes un fin observateur. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je ne sais pas si vous avez vu cette note de l'INSEE qui vient de sortir, plus 0,9. On a l'impression, on se dit, tiens, on a mangé un peu notre pain noir. Puis en même temps, il y a le patron des patrons, le nouveau patron des patrons qui nous dit, il y a un petit retournement de conjoncture. Vous êtes où ? Vous êtes de quel côté ? Alors d'abord, nous on est à l'échelle mondiale, donc on regarde la conjoncture à l'échelle mondiale avec un groupe qui réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'international. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des zones qui ont absorbé un certain nombre de chocs, notamment le choc inflationniste, c'est le cas des États-Unis. Il y a une zone qui est l'Europe, qui est une zone qui a un certain nombre de fragilités générales qui ne nous impactent pas sur l'ensemble de nos métiers, mais clairement, il y a encore l'effet des politiques monétaires restrictives qui se fait sentir sur l'économie européenne. Et puis, il y a le cas de la Chine. Nous représentons, nous, en Chine, la Chine pèse seulement 7% de notre chiffre d'affaires direct et indirect. Et nous faisons, nous, le constat que la Chine ralentit. Mais il y a à côté de la Chine un certain nombre de grands territoires, l'Inde, le Brésil, qui sont très forts. Ok, la Chine, c'est très important. Tout le monde parle d'un sacré ralentissement, puisqu'on parle d'une croissance de 4,5%. Vous, non, je vous vois dodeliner de la tête. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors moi, si je suis d'accord sur le fait que la Chine est dans une profonde transformation, il va falloir compter sur une mondialisation avec moins de Chine. Et il faut s'y faire. Peut-être d'ailleurs, est-ce bon pour les pays les plus développés ? Les entreprises qui comptaient commercialement ou industriellement sur la Chine vont devoir se faire une raison. Et nous avions fait un choix qui était de miser sur les pays développés, de miser sur d'autres pays que la Chine, donc on pensera qu'on sera gagnant à cet environnement. Mais oui, il est certain qu'avoir la Chine comme usine du monde, c'est terminé. Ok, c'est intéressant. Et la France, alors, c'était ma question de départ. Vous êtes parti, mais c'est normal parce que vous êtes vraiment une société exportatrice, une ETI quand même, parce que vous visez le 800 millions de chiffre d'affaires, ça c'est pour 2024. La France, vous sentez quoi ? On sent en France quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de messages aussi de politique économique qui sont assez contradictoires. Et clairement, ce n'est pas sur la France que nous misons pour nos prochaines années de dynamique économique. Ah oui, ça c'est clair, c'est cash au moins. Ouais, d'accord. Oui, vous faites une croix sur la France ? Non.
Nous sommes en France très engagés au plan industriel. Nous exportons depuis la France avec les savoir-faire français. Nous revendiquons notre ancrage territorial. Mais en business, non. Nous investissons, mais en termes de débouchés, il y a un problème de solvabilité de la demande en France. Il y a l'impact de l'inflation, il y a l'impact de la crise de l'immobilier. Clairement, nous misons sur les pays qui représentent 95% et qui sont hors de France au plan commercial. Oui. Mais pourtant, parce que le secteur qui marche chez vous, ce sont les musées. En France, il y a des musées quasiment dans chaque village. Évidemment, je caricature. Il y a des musées partout. Ça veut dire qu'on ne veut pas bosser avec vous, une société française ? Ou qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de travailler avec chargeurs. C'est un peu différent. Si vous voulez. Mais la France a un immense retard en termes d'expérience visiteur dans ces musées. Voilà, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ? Profitez-en là-dessus. Chargeur, c'est le leader mondial de l'aménagement, de la création de musées, de la création de tout le décor, de la muséographie, Un de exemple. l'expérience visiteur. Concrètement, vous voulez faire un musée des sciences, Ouais. vous allez voir Chargeur, vous dites voilà, je veux faire un musée sur les nouvelles technologies, comme le font beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui. Eh bien, comme nous sommes en train de le faire aux États-Unis, on est en train de refaire par exemple le musée de la NASA à Washington, qui est le deuxième musée le plus visité aux États-Unis. Vous allez voir Chargeur, vous dites il me faut le design du musée, l'aménagement intérieur, le livre sur le musée, l'audiovisuel dans le musée, les films qui seront diffusés dans le musée, les systèmes interactifs, tout ça. En un seul lieu, vous le trouvez chez Chargeur Museum Studio. Ok, et donc en France, simplement, voilà, on n'a pas les moyens. Est très en retard. La France Et très pauvre. a raté un Culturellement. train, ce qui est un paradoxe. La France a raté le train de l'enrichissement de l'expérience visiteur, train qu'ont pris clairement les États-Unis, qu'a pris le Royaume-Uni, qu'a pris l'Italie, qu'ont pris les pays du Golfe et évidemment qu'ont pris les pays d'Asie. Oui, d'accord, ça on a compris. Alors, on a vu la conjoncture que pour vous, ça avait, il y avait un côté très positif, un côté plus négatif, on peut dire ça comme ça. C'est moins combien sur votre autre activité ? Notre activité qui était le plus impactée était à moins 25%. Le deuxième trimestre a été meilleur que le premier. Oui. Mais il y a eu un impact, évidemment, d'abord de la crise de l'énergie, puis après, certains gels des décisions relatifs aux filières industrielles. Aujourd'hui, nous avons un métier qui a été impacté comme ça, tandis que nos autres métiers, eux, étaient en très bonne santé. Tout ce qui était lié au luxe, tout ce qui était lié à la mode, malgré l'inflation, malgré la fin ce qu'on a appelé le revenge buying, la surconsommation post-Covid, eh bien, ces secteurs sont encore très dynamiques. Oui. Est-ce que vous ne souffrez pas, je fais une petite parenthèse boursière, est-ce que vous ne souffrez pas d'être un peu considéré aujourd'hui comme vous avez deux activités qui n'ont rien à voir, donc d'avoir une décote de holding comme on en voit en ce moment à la bourse, ils adorent les pure players, quoi, vous voyez, donc il y en a un, il fait deux choses, hop, on le sac. Ça, c'est l'histoire des conglomérats. Je crois que les grandes aventures entrepreneuriales dans le monde, vous avez des entrepreneurs qui sont engagés dans différentes activités, aux États-Unis comme en France. Les pure players sont souvent des groupes qui sont strictement managériaux. Chargeur, c'est un groupe patrimonial, familial, coté en bourse, qui a une vision de long terme. L'ex-chargeur de Sédou, Jérôme Sédou, hein, on va le rappeler. Vous avez racheté à Jérôme Sédou. Absolument, Ouais. j'ai racheté à Jérôme Sédou, mais avec une vision de très long terme. Nous sommes un groupe qui est tout terrain, puisque même quand la conjoncture est difficile, nos activités restent profitables. C'était vrai pendant le Covid, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et ça, c'est aussi la force du modèle diversifié. Ensuite, comme je le disais aussi, la bourse, c'est à la fois la spéculation qui est impatiente et l'investissement qui est plus patient et qui souvent est aussi à long terme plus gagnant. Michael Fribourg, je peux vous poser une question personnelle, enfin ça reste relatif. Hein, vous êtes normalien à ENARC, inspecteur des finances. Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans la fonction publique et après dirigé un grand groupe et puis racheté, au lieu de ça, vous avez fait un groupe patrimonial, comme vous dites, vous avez racheté les Chargeurs, qui est une grosse ETI, mais en fait il y a très peu de... Je connais bien pourtant le business et l'économie française. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres exemples comme ça. Je pense que d'abord, tout le monde n'est pas fait pour avoir l'appétit du risque. Oui. Certainement pas parmi les énarques. Deuxièmement, d'avoir l'appétit du risque avec son propre argent. Troisièmement, d'avoir l'appétit d'emmener une communauté pour faire grandir, bâtir une nouvelle industrielle, une nouvelle aventure industrielle. Le défi qui était derrière la reprise de Chargeur, c'était est-ce qu'une entreprise qui était en 1987, quand le CAC 40 a été créé, est-ce qu'il est possible qu'une entreprise qui n'a eu de cesse d'avoir des déclins successifs peut revivre, s'étendre ? Au cours des 7 dernières années, le groupe a doublé de taille, malgré les cycles, en autofinançant sa croissance. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, c'était une aventure beaucoup plus passionnante que d'être nommé dans une entreprise et souvent de détruire de la valeur. Nous avons, nous, une vision de construction de valeur à long terme pour l'ensemble des actionnaires du groupe Chargeur.
Et évidemment, le premier que vous avez devant vous. Malgré cette année 2023, du reste, un peu en demi-teinte, de transition, pour reprendre votre expression, 2024, vous avez fixé un objectif 800 millions de chiffre d'affaires, 2025, 1 milliard de chiffre d'affaires. Vous maintenez tous vos objectifs ? Absolument, nous les maintenons parce que, vous savez, nous avons des métiers qui, au sein du groupe Chargeurs, ont des dynamiques extrêmement puissantes. Pensez que le métier dédié au musée dont vous avez parlé, en 2018, c'est un métier qui réalisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. 200 000 euros de chiffre d'affaires. Nous avons fait des acquisitions, bien sûr, mais entre 2022 et 2023, nous avons plus de croissance organique à un niveau, disons, de plus de 50%. C'est absolument considérable. Cette année, l'activité fera plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle fera l'an prochain plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chargeurs est capable de créer de la croissance organique et nous allons donc nous appuyer beaucoup sur la croissance organique, évidemment, pour 2024 moins d'acquisitions en perspective. Non, nous n'excluons pas les acquisitions, mais Chargeurs n'a pas besoin des acquisitions pour grandir. Okay. Nous faisons des acquisitions quand elles font sens. Nous l'avons dit, nous sommes en train de travailler à des options d'acquisition possibles. Nous sommes toujours à la recherche d'une acquisition qui fasse énormément sens pour le groupe, pour la valeur actionnariale du groupe. Diversification ? Non, qui viendra consolider sans doute des activités que nous avons déjà. Dans le luxe, c'est ça. Et notamment dans le pôle luxe. Oui. Mais nous y travaillons et le jour où nous aurons exactement la configuration qui nous semble optimale dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires du groupe, évidemment, nous l'activons. Question d'énergie. J'imagine que vous avez été frappé comme tout le monde. Vous entendez la polémique, mais qui de moins vous toucher, évidemment, sauf en tant que consommateur. Mais est-ce que vous avez souffert des coûts de l'énergie ? Est-ce que vous en souffrez ? Et est-ce que vous trouvez quand même que la France s'est mieux débrouillée ? En tous les cas, c'est ce que pense le célèbre quotidien allemand Der Spiegel en disant « Regardez, l'énergie en France, elle coûte 2 fois moins cher que chez nous ». Alors la France, c'est certainement pas mieux débrouillée qu'ailleurs. Et elle s'est d'autant moins bien débrouillée que elle a apporté énormément d'énergie à l'Allemagne pendant que les industriels français étaient en train de se débrouiller. Donc nous sommes industriels français, nous avons des sites, nous y investissons et nous avons dû nous débrouiller tout seuls pour faire face à la hausse de l'énergie qui nous a pénalisés en début d'année. Heureusement, nous avons des contrats très flexibles que nous avons mis en place parce que nous ne croyons pas à l'hyperspéculation énergétique. Et aujourd'hui, nous avons des coûts de l'énergie qui sont revenus dans des étiages beaucoup plus favorables qui nous permettront d'envisager 2024 dans de meilleures conditions. Mais je considère, et je tiens à le souligner, qu'il y a une hyperspéculation sur le marché de l'énergie, que ce marché n'a pas été régulé au plan européen et que ça a pénalisé non seulement les industriels allemands et les industriels français, et pendant que la France était en train d'envoyer de l'énergie en Allemagne, eh bien les Français devaient se débrouiller. On est très content d'avoir eu ce résultat et de voir que nos concurrents allemands ont pu, eux, maintenir artificiellement des prix de l'énergie bas pendant que la France, elle, était en train de les payer plein pot. Sacré tacle que vous envoyez là au ministre de l'économie, à Bruno Le Maire, quand même. Bruno Le Maire a fait ce qu'il pouvait, mais il dit quand même on a su gérer ça, on a su limiter les dégâts. Mais vous lui dites non, pas du tout. Limiter les dégâts quand on a une industrie européenne qui souffre. Les Allemands n'ont pas été coopératifs au plan industriel. La France en a souffert. Et si les industriels et les entrepreneurs ne le disent pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Une question sur l'inflation, là encore, parce que vous aussi, d'abord, est-ce que vous avez augmenté vos prix ? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous-même, vous avez des coûts de fabrication qui sont bien plus élevés qu'avant, et est-ce qu'on est plutôt vers un pic de l'inflation ? Alors oui, clairement, on pense que nous observons qu'il y a eu un pic de l'inflation. Alors les métiers derrière vous, quoi. Okay. Oui, les métiers de chargeurs sont des métiers qui sont, parce que nous sommes leaders mondiaux dans nos activités, nous sommes avec un très fort pricing power. Nous avons augmenté nos prix à hauteur des augmentations pour l'essentiel que nous avions eu. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, je prends le 2 janvier parce que le 1er janvier, il y a toujours des augmentations annuelles. Ce que nous observons depuis le 2 janvier, en tout cas, c'est que sur l'ensemble de nos filières industrielles, et c'est mondial, il n'y a plus d'augmentation significative des prix. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir de l'industrie, c'est une bonne nouvelle pour construire les budgets 2024, évidemment, et aussi, clairement, c'est une bonne nouvelle pour, je pense, moi, l'avenir des politiques monétaires qui, sans doute, vont continuer d'être restrictives sur la fin de l'année, mais qui devraient observer un ralentissement de l'inflation. Mais beaucoup de l'inflation, il faut le dire, beaucoup de l'inflation était liée à des phénomènes spéculatifs sur les matières premières qui ont pénalisé les industriels européens. Donc si les industriels européens ne le disent pas, clairement,
eh bien, l'industrie européenne ne cessera pas d'être pénalisée là où l'industrie américaine est soutenue par l'IRA et l'industrie, par exemple, asiatique est soutenue par des régimes de financement qui sont quand même extrêmement laxistes. Vous êtes très très présent aux États-Unis. Vous avez combien de votre chiffre d'affaires? Au total, 75% international, hein, c'est ça? 95% Ah, 95%. Et le chiffre d'affaires direct et indirect de chargeurs aux États-Unis représente à peu près 40% de notre activité. D'accord. Parce qu'une partie de notre activité en Asie ou en Europe est liée à des consommateurs finaux qui sont les consommateurs américains. Ce qui est une stratégie que nous avons eue. Nous considérons que le marché américain est un marché riche, c'est le marché le plus riche au monde évidemment, et nous avons préféré miser sur le consommateur américain tout en étant dynamique sur les pays émergents, plutôt que d'aller surinvestir, par exemple, sur la Chine. Nous avons été très prudents sur ce domaine. Je recevais la semaine dernière, il y a quelques jours, en tous les cas, le ministre du Commerce extérieur qui présentait son plan export. Vous y arrivez parce que vous fabriquez quand même beaucoup en France encore? Bien sûr, nous réalisons à peu près 35% de notre production mondiale en France et en Italie, et nous réexportons mondialement nos produits, mais aussi nos services. Il n'y a pas que l'export des produits, il y a l'export des services. Mais clairement, ça c'est la force de Chargeur. Quand je dis que nous avons plus de 50% de croissance organique sur l'activité muséale, c'est de l'exportation mondiale de services. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises, d'autres entreprises françaises, des PME, des PMI arrivent à exporter? Alors d'abord, je pense que pour qu'elles arrivent à exporter, il faut qu'elles soient compétitives. Pour qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles aient un environnement économique, de taux d'intérêt, de coût de l'énergie qui soit le plus stable possible. Évidemment aussi un environnement réglementaire qui soit le plus stable possible. Et puis, je vais vous dire une chose, pour pouvoir exporter, il faut avoir l'envie de conquête. Il faut avoir des équipes et trouver les équipes qui ont la capacité d'aller vendre le savoir-faire occidental en Occident et ailleurs. Ouais. On a encore deux petites questions, il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous êtes concerné par les bonus-malus? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de secteurs de l'entreprise, d'entreprises qui sont concernés par le bonus-malus. Et l'impact est assez positif, si l'on en croit le ministère du Travail, en tous les cas. Les bonus-malus, précisément, sur les contrats courts, la transition énergétique, c'est une opportunité considérable pour nos activités, y compris pour nos activités de chargeurs Advanced Materials, puisque c'est la rénovation des bâtiments. Ok, mais bonus-malus, c'était sur les emplois. Hein, oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui, sur les emplois. Là, vous avez le malus sur les entreprises qui utilisent trop d'emplois à court terme. Et donc là, on voit que quand même, la durée d'emploi a concerne progressé. assez peu Chargeur parce que nous avons des emplois à très forte qualification. Et donc, nous sommes plutôt un groupe qui recrute activement des emplois de long terme. Ok, c'est pour ça que je me demandais si vous étiez concerné. La menace d'un retour du Covid, vous y croyez ou pas? Parce que la dernière fois vous étiez venu, vous expliqué que vous aviez fabriqué des masques justement pour le Covid n'est pas parti. Contrebalancer les Chinois. Je rappelle qu'en début d'année, le Covid était présent en Chine avec d'importants confinements en Chine. Et clairement, nous pensons que l'Occident n'en a pas fini avec cette situation sanitaire. Maintenant, il se trouve que Chargeur a des activités qui, dans les configurations de reprise, permettent de donner une forte dynamique à nos métiers. Mais nous pensons, nous, qu'effectivement, nonobstant les vaccinations, ce phénomène n'est pas terminé du tout. C'est bien, d'accord, ok. Merci beaucoup, Michael Fribourg, d'avoir été avec nous, le patron de Chargeur. Donc on voit bien les États-Unis très importants, la Chine, et puis c'est assez cash quand même sur les prix de l'énergie. Forcément, le gouvernement nous a un peu laissé tomber. En tous les cas, c'est ce que vous pensez.